Bonjour, cette présentation va vous permettre d'avoir quelques éléments qui vont vous aider à réaliser le TD numéro 4 sur le capteur d'éclairement résistif. Donc les éléments sont les suivants. Un premier rappel théorique pour la culture générale qui va tenter de nous montrer pourquoi ce capteur n'est pas linéaire. Ensuite, on utilisera ce capteur de façon linéaire sur une plage réduite afin de minimiser l'erreur de linéarité. On verra un conditionneur qui va nous permettre, à l'aide de ce capteur, sur la plage réduite, d'utiliser toute la plage d'entrée d'un convertisseur analogique numérique. Et enfin, on verra un exemple de conditionneur avec un seul amplificateur opérationnel, le précédent ayant 4 amplificateurs opérationnels. Nous allons maintenant aborder les rappels théoriques avec comme objectif de démontrer que ce capteur n'est pas linéaire. Donc le capteur d'éclairement, son principe c'est la photoconduction, donc de manière simple en fait la résistance du capteur va dépendre du flux lumineux ici qui arrive et qui intersecte le capteur. Donc le capteur c'est un barreau de semi-conducteur de longueur L et de section A. Sur la section A, de part et d'autre sont placés des électrodes qui vont alimenter le capteur et pour pouvoir mesurer la variation de résistance. Donc comment ça se passe dans le semi-conducteur? On a des donneurs ici qui sont dopés positivement et qui vont attendre qu'un photon arrive pour pouvoir passer de la bande de valence à la bande de conduction, de rendre le matériau conducteur. Donc on peut se dire que s'il y a beaucoup de photons, le matériau sera plus conducteur, et s'il n'y a pas beaucoup de photons, il sera moins conducteur. Alors phi c'est le flux lumineux. Dans l'obscurité, le premier cas de figure, phi est très faible, mais on a quand même une conduction, et c'est ce qui fait que ce type de capteur peut aussi être un capteur de température. On a une conduction qui est générée par l'agitation thermique à l'intérieur du barreau de semi-conducteur. Donc comment ça se passe avec cette agitation thermique? On a ND donneurs sur notre barreau, et il y a un certain nombre de donneurs qui ne vont pas pouvoir être utilisés pour l'éclairement parce qu'ils seront déjà pris par l'agitation thermique. Donc le nombre N0 de donneurs déjà ionisés, donc qui ne peuvent pas changer de charge, qui sont déjà chargés, donc qui ne peuvent pas libérer, ces donneurs-là sont soustraits au nombre total de donneurs, et le nombre d'électrons libérés, en fait, c'est le nombre de donneurs qui est capable de libérer un électron, moins ceux-ci, N0, qui ne sont pas capables de libérer un électron car ionisés. Ça, c'est multiplié par une constante A, qui vaut exponentielle moins QWD, qui est l'énergie pour pouvoir passer dans la bande de conduction, divisé par K, la constante de Boltzmann, et T, la température. Et donc Q est la charge de l'électron. Donc le nombre d'électrons libérés en agitation thermique, ça va être simplement cette valeur-là. Alors un certain nombre ne participent pas à la conduction, comme il y a des atomes ionisés, il y en a N0, il y a un certain nombre d'électrons qui ne vont pas participer à la conduction, ils vont simplement se recombiner avec ces atomes ionisés, et donc la proportion totale, ça va être Bn0 carré. Et donc en finale, on a une équation de variation du nombre N0 de donneurs ionisés, dN0 sur dt, qui est égal au nombre d'électrons libérés, A Nd moins N0, moins ceux qui se recombinent. Et donc on va considérer un état stable, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe à l'équilibre quand dN0 sur dt est égal à 0. Donc là on obtient tout simplement N0 qui est égal à moins A sur 2b plus ce terme ici en racine carrée. Et donc après ce qui nous intéresse c'est la conductivité. Donc la conductivité du matériau dans l'obscurité, ça va être égal à la charge de l'électron Q fois sa mobilité et fois le nombre d'électrons qui participent à l'agitation thermique. Donc ça c'est en gros là il n'y a pas de flux lumineux, on est comme dans le cas de figure d'un capteur de température. Donc maintenant on va rajouter l'éclairement. Donc les photons ils ont une énergie H constante de Planck fois la fréquence, ou H c sur lambda,
la longueur d'onde et c la vitesse de la lumière. Donc si l'énergie du photon est supérieure à la barre Vd d'énergie qui permet de le rendre, de rendre conducteur, de libérer un électron pour être conducteur, et bien dans ce cas-là, un photon ionise un donneur et un électron participe à la conduction. Donc G, ça va être le nombre total de photons qui sont absorbés par seconde, donc le nombre de photons qui rentrent dans le matériau. Et on a aussi une constante qui donne l'efficacité. En fait, tous les photons ne sont pas absorbés. Et ce Na aussi, un deuxième facteur limitant, c'est que tous les photons qui sont réfléchis par la surface, donc qui ne rentrent pas dans le matériau, ben, ne participent pas à la conduction du matériau. Donc si R est le coefficient de réflexion, en fait on a par rapport aux photons incidents, donc ceux qui sont dans le flux, on a simplement Na qui est 1 moins R fois Ni. Donc Ni c'est le flux lumineux divisé par l'énergie de chaque photon. Et donc si on se passe en densité de photons, on va avoir G divisé par l'unité de volume qui est la taille de notre matériau et qui va être égal à 1 sur A la section fois L la longueur et ce terme ici fois le flux phi. Donc pareil que tout à l'heure, quand on a l'éclairement, on ne va pas se préoccuper de ce qui se passe dans les phases transitoires, on va s'occuper de ce qui se passe en régime établi. Donc on va regarder quand l'équation de variation ici, donc qui contient le terme d'agitation thermique qu'on a vu qui est prépondérant quand on est dans l'obscurité, le terme de photoconduction ici, donc les photons qui vont participer à la conduction, et naturellement le terme de recombinaison, c'est-à-dire les électrons qui ne vont pas assez loin pour participer à la conduction, qui sont recombinés directement par des ions sur place. Donc en finale, ce qu'on peut dire, c'est que la photoconduction est un phénomène qui est bien supérieur à l'agitation thermique, si on met suffisamment de photons. Et donc, petit g ici va être très très grand devant A nd moins n. Et en général, n est très très grand devant n0. Donc, à l'équilibre, on va faire comme pour tout à l'heure. Mais comme on néglige ce terme-là, ça devient relativement facile. Et on a n qui est égal à racine de G sur B. Et la conductivité, comme tout à l'heure, va être la charge de l'électron fois sa mobilité fois ce nombre n, et qu'on le remet dans cette équation ici. Donc on va récupérer ce qu'on avait ici pour petit g, et on va diviser ça par B. Donc maintenant qu'on a calculé la conductivité, on peut calculer l'inverse, qui est la résistivité, donc qui va être l'inverse de la conductivité, et la résistance du matériau, qui est sa conductivité fois sa longueur divisée par sa section. Donc on reprend les termes qu'on avait calculés précédemment, on remplace ici la conductivité par celle qu'on avait trouvée ici, et on obtient une formule non linéaire, donc c'est un peu ce qu'on voulait démontrer. Alors ce qui se passe ici, c'est que la non-linéarité en fait est en racine, en 1 sur racine, donc la puissance moins 1,5 du flux lumineux. Donc là on a fait un raisonnement un peu simpliste où tout le monde participe à la conduction. Ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et donc on garde le même esprit pour le capteur réel, donc la résistance du capteur en fonction du flux lumineux va être égale à une constante, que multiplie le flux lumineux à la puissance moins gamma. Alors sur les capteurs que l'on achète industriellement, en général, gamma est compris entre 0,7 et 1,1. Dans la théorie simplifiée, on a gamma qui vaut 0,5, mais qui montre quand même que le principe est celui-là. Donc là, on va passer au capteur cette fois-ci. Donc la résistance du capteur en fonction de l'éclairement E va être égale à A, une constante, l'éclairement à la puissance moins gamma. Donc on passe du flux lumineux en watts en le ramenant par
par unité de surface. Donc E, c'est l'éclairement, donc c'est le flux lumineux ramené à une unité de surface. L'unité du flux, c'est le lumen, et l'unité de l'éclairement, c'est le lux. Donc en général, le modèle équivalent du capteur, c'est une résistance RE de E qui va dépendre de l'éclairement en parallèle avec la résistance d'obscurité où on n'avait que l'agitation thermique, donc que la température qui va participer à R0. Et donc si on met ces deux résistances en parallèle et que l'on considère que la résistance R0 est très très grande dans l'obscurité, en fait dans l'obscurité il n'y a pas du tout de conduction due à l'arrivée des photons sur le capteur, donc R0 est très très grand et très supérieur donc du coup à la résistance du capteur en cas d'éclairement qui est A éclairement à la puissance moins gamma, et on va garder tout simplement pour ce capteur la formule qu'on en avait au-dessus, R de E égale A éclairement à la puissance moins gamma. Donc c'est ce qui va nous servir au long du TD. Pour finir, quelques notions d'unité optique et leur équivalent énergétique. Donc le flux lumineux est exprimé en lumen, unité LM, et correspond au watt. L'intensité est donc le flux par stéradian, et c'est exprimé en candela, CD. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est simplement l'éclairement, parce qu'on se ramène à la surface que peut capter notre capteur. Donc le lux, c'est égal au lumen, c'est des lumens par mètre carré, l'unité c'est le Helix, et ça correspondrait à des watts par mètre carré. En terminologie anglo-saxonne, ce capteur s'appelle LDR, c'est Light Dependent Resistor. Le symbole électronique, c'est une résistance qui est éclairée par des photons, qui varie en fonction du nombre de photons incidents. La forme du capteur, en fait, c'est un petit serpentin. Ici, on voit que les deux électrodes n'ont pas des formes linéaires, mais des formes de serpentin. Et donc, cette forme un peu zigzag, en fait, elle sert simplement à maximiser la réception des électrons qui sont libérés par le flux lumineux. Voilà, l'électrode 1 a cette forme-là, l'électrode 2 en bleu clair a cette forme-là, et la surface de contact A, la section, en fait, est la plus grande possible. Donc maintenant, on va utiliser ce capteur et on va le linéariser sur une plage d'utilisation réduite. Donc avant de le linéariser, on va mesurer ce capteur. Donc on va placer ici une source de courant, on va alimenter le capteur, la résistance du capteur, et on va faire varier l'éclairement ici, et on va mesurer et observer la tension aux bornes de ce capteur. Pour effectuer cette mesure, nous allons utiliser le simulateur SimulIDE, et vous aurez en début du TD numéro 4 la méthode pour l'installer sur votre ordinateur. Donc là, on va ouvrir le circuit que vous chargerez sous Moodle et qui va nous permettre de tout simplement mesurer le capteur. Donc je démarre le simulateur ici. Le capteur est alimenté par une source de courant de 1 mA. Et quand sa résistance varie, la tension à ces bornes varie. Donc si je passe ici à 50 lux, la tension augmente, ça veut dire que la résistance augmente, et on a vu que c'est conforme à la formule du capteur. La résistance va diminuer quand l'éclairement augmente. Et on note un certain temps d'adaptation qui est dû à la constante de temps du capteur. Ces capteurs ne sont pas hyper rapides. Lorsque toutes les mesures sont effectuées, on va obtenir une courbe qui a cette forme-là et qui correspond à l'équation de notre capteur, telle que l'on l'a définie lors de la partie théorique. Résistance en fonction de l'éclairement est égale à une constante A, éclairement à la puissance moins gamma. Et donc il faudra trouver un moyen, à partir des mesures, d'estimer A et gamma. Et donc, soit vous prenez deux points de mesure et vous identifiez A et gamma de cette façon-là, soit vous passez en log, et donc gamma va être la pente de la droite, du coup cette courbe-là va devenir une droite, et vous pourrez assez facilement du coup obtenir le log de A et moins gamma. Donc après, précédemment on a vu qu'on a travaillé sur une plage qui allait de 50 lux à 1000 lux. Là on va réduire la plage d'utilisation de 400 lux à 600 lux, et lorsque on voit en bleu ici la courbe donnée par le capteur et ce que donne son approximation linéaire au sens des moindres carrés qui est à la droite en rouge ici, on voit que l'erreur est faible.
Donc on va considérer ce capteur linéaire sur cette plage-là et on va réaliser un conditionneur qui va nous permettre de convertir la tension observée aux bornes de la résistance sous forme d'une valeur numérique. Et donc pour cela, on va avoir besoin de définir un gain et un offset. Donc le schéma utilisé est plutôt un conditionneur pédagogique. Il y a beaucoup d'ampli-op. En fait, c'est pour essayer de séparer chaque fonction. Donc la première fonction est assurée par l'ampli-op numéro 1 ici en bas. Donc on a la mesure du capteur VM ici aux bornes de la résistance du capteur. Et la OP1 est tout simplement un suiveur qui va nous permettre d'avoir la tension VA ici qui va être égale à VM et qui va surtout nous permettre d'éviter que tout le montage ici derrière vienne perturber l'équation de la tension VM aux bornes du capteur. Donc ça, c'est la mesure. Ce qui va se passer, c'est que pour 400 lux, la mesure ne va pas donner une valeur nulle. Et ce que je voudrais en sortie sur le convertisseur, c'est que ça commence à 0. Donc pour ça, on va rajouter un offset ici. Et cet offset, on va le définir à l'aide de deux résistances ici qui vont nous permettre de définir entre les deux ici la tension d'offset. On va mettre un suiveur ici aussi pour isoler le calcul de la tension d'offset, enfin l'obtention de la tension d'offset de ce qui se passe derrière. Et donc lorsqu'on aura défini la tension d'offset, qui va être la tension VA quand le capteur ici sera sur 400 lux, on pourra s'attaquer au gain. Alors le gain, donc l'offset c'est pour que VOUT soit à 0 au début de la plage, et le gain en fait c'est pour que VOUT soit à 4 volts quand je suis au maximum de ma plage ici qui est 600 lux. Donc en gros la mesure capteur va aller de 400 à 600 lux et la tension de sortie ici VOUT qui est l'entrée du convertisseur analogique numérique, il faudra qu'elle soit entre 0 et 4 volts. Donc là on met un petit amplificateur inverseur sommateur qui va nous permettre de faire la somme entre la tension donnée par le capteur et l'offset. Donc celui-là il est pré-câblé, il n'y aura rien à calculer. Et en sortie, on va définir le gain avec cet amplificateur non inverseur ici. Donc on rentre sur l'entrée plus, ça reboucle sur l'entrée moins, c'est un non inverseur. Et donc dans ce montage, on n'aura pas grand-chose à faire. Il va falloir déterminer simplement R2. On fixe R1 à 10 kΩ, il va falloir déterminer R2. Et il va falloir déterminer R7 pour qu'en sortie, on aille bien de 0 à 4 volts. Quand en entrée, on va de 400 à 600 lux. Donc ça, c'est juste le résumé. AOP1, on l'a dit, c'est un suiveur. Pareil pour AOP2, qui permet d'envoyer le réglage d'offset dans le montage. AOP3, c'est un sommateur inverseur. Et comme on a dans l'exercice R3 qui est égal à R4, donc la sortie VB va simplement être égale à moins R5 sur R4, facteur de VA plus V0. Et enfin, tout à la fin, on a un amplificateur qui n'est pas inverseur, donc sa sortie, c'est les montages qu'on a vus lors du TD numéro 2, va être égal à entre parenthèses 1 plus R7 sur R6, le tout que multiplie VB. Donc si on met tout ça l'un au bout de l'autre, on a une tension de sortie VOUT qui va être égale à moins 1 plus R7 sur R6, multiplié par R5 sur R4, multiplié par VM plus la tension de mesure plus V0, la tension d'offset, et la tension VA étant égale à VM. Donc du coup, on a, si on simplifie un peu ça, VOUT qui va être égal à moins A, ce terme-là, VM plus V0, et VOUT, on va le contraindre pour qu'il soit dans l'intervalle 0,4 volts. Alors, il me reste deux choses à déterminer, c'est VM0 qui est la tension VM lorsque j'ai 400 lux sur le capteur, et VM1 qui est la tension VM lorsque j'ai 600 lux sur le capteur. Donc quand j'ai 400 lux sur le capteur, je veux que VOUT soit égal à 0, donc je reprends mon équation ici et je fais simplement 0 volt égale moins A, VM0 plus V0. Pareil, pour 600 lux, j'ai besoin de 4 volts, ma tension VRF vaut 4 volts, donc 4 volts ça va être égal à moins A, VM1 plus V0. Bon, si je soustrais 2 à 1, je peux obtenir assez facilement A. Et donc, du coup, A va se simplifier, va être égal à moins 4 divisé par VM1 moins VM0. Et
ce que je vais vouloir déterminer, c'est les rapports de résistance. Donc R4, R5 et R7 sont connus, et donc A va être égal à ce terme-là, donc 1 plus R7 sur R6, le tout que multiplie R5 sur R4, et je vais le mettre égal à moins 4 VM1 sur VM0, ce qui me permettra de calculer la résistance qui me manque, qui est R7. Pour l'offset V0, on va reprendre la première équation ici, et on va tirer tout simplement V0 qui va être égal à moins VM0, qui est la tension borne du capteur à 400 lux pour la valeur minimum. Donc V0, ça va être une fonction qui va dépendre de R1, R2 et VR. On a vu que c'était fait par isolé du montage, du reste du montage par l'amplificateur opérationnel numéro 2, qui est un suiveur. Donc V0, c'est par démontré ici, ça va être égal à VR R2 moins R1 sur R2 plus R1. Et ça va être égal à ce qu'on a établi juste avant ici, à moins VM0. Si vous avez des difficultés pour arriver à cette formule, en fait, c'est expliqué à 41 minutes et 31 secondes dans la vidéo TD3 capteur de température. Donc si on passe tout ça sur le simulateur et qu'on démarre le simulateur avec des valeurs assez proches, un peu d'approximation mais pas trop, on se rend compte qu'ici à 400 lux, on a une tension VA qui est de l'ordre de 700 et quelques millivolts, un peu en dessous de 750 millivolts, et on a ici notre tension d'offset qui est définie par moins 750 millivolts, donc ça correspond à ce qu'on vient de voir, et donc on est à peu près à zéro ici en début de plage de fonctionnement. Donc après, si j'augmente, je passe à 500 lux ici, je vais me retrouver à peu près à mi-chemin. Et à 600 lux, je devrais avoir mes 4 volts. Donc là, c'est un tout petit peu surestimé. Hein. Je suis à 4,2 volts au lieu de 4 volts. Mais il aurait fallu être un peu plus précis sur les valeurs de résistance. Donc vous devriez arriver à peu près à ces résultats en trouvant les bonnes valeurs de résistance dans votre montage. Le dernier point abordé est un conditionneur en fait qui sera réalisé avec un seul amplificateur opérationnel qui gardera le côté linéaire de notre capteur sur la plage 400 à 600 lux et qui sera un peu plus efficace en termes d'implémentation que le conditionneur à 4 ampli-op que l'on a vu précédemment. Donc le schéma se présente sous cette forme-là. Et là pour l'instant on ne sait pas trop où mettre le capteur. On voit que cette branche-là correspond à peu près à un offset et que cette branche-là va plutôt correspondre à un gain. Donc si vous voulez voir le développement pour arriver à ce résultat-là, vous pouvez consulter la vidéo qui est donnée dans le TD3 qui s'appelle capteur de température et ainsi de suite, et donc à 45 minutes et 41 secondes vous aurez les détails du calcul. Mais nous on va retenir ceci, c'est que la tension Vout ici c'est égal à une constante on va dire A fois la résistance R4 plus une constante B. Ces constantes dépendent des valeurs de résistance, mais surtout ce qui est important c'est que c'est une relation affine entre Vout et R4, et donc si on a un capteur linéaire, comme c'est le cas du node sur la petite plage entre 400 et 600 lux, on va pouvoir remplacer R4 par le capteur. Et donc si on remplace R4 par le capteur, donc R ce sera la résistance du capteur qui sera mis à cet endroit-là. On reprend l'exemple de tout à l'heure, la tension de sortie devait être à 0 volts en début de plage et à 4 volts en fin de plage. Et là on va avoir un tout petit souci avec ce montage-là, c'est que on a vu que dans la formule, plus le flux lumineux augmente, plus la résistance diminue. Et donc ça va nous poser un petit problème, c'est que la résistance à 600 lux elle est plus faible qu'à 400 lux. Donc on va inverser les deux. Le convertisseur analogique numérique nous donnera la valeur à l'envers, mais c'est pas grave, c'est assez facile de prendre le complément de cette valeur-là lorsqu'on est en numérique. Et donc du coup, l'éclairement augmentant, la résistance diminuant, ça justifie en fait l'inversion. Alors si on ne l'avait pas fait,
on se serait rendu compte à la fin du calcul qu'on aurait des résistances négatives dans le montage, donc c'est pas très bon. Donc on va définir la résistance R2 sans perte de généralité, on va la définir comme étant égale à alpha fois R1. Donc en gros, on peut dire que R1 et R2, c'est ce qui va nous permettre de définir l'offset, et puis le gain sera défini entre la valeur du capteur et la résistance R3. Donc si je remplace R2 par alpha et R1, ça simplifie un tout petit peu ma formule ici. Donc j'ai Vout qui est égal à 2VCC R3 facteur de alpha plus 1 fois R, la résistance du capteur, plus VCC fois 1 moins alpha sur 1 plus alpha. Donc après, on est tout comme avant, on a un système de deux équations et on a deux inconnus qui sont R3 et alpha. Donc pour trouver R3, je peux reprendre comme tout à l'heure, soustraire les deux équations, celle du bas moins celle du haut. Et donc j'obtiens R3 qui va être égal à VCC Rmax moins Rmin divisé par 2 fois alpha plus 1. Rmax Rmin étant les résistances max et min, donc le max c'est pour 400 lux et le min c'est pour 600 lux. Et donc pour trouver alpha, je vais remplacer R3 dans la première équation, ici j'aurais pu le faire dans la seconde, et donc je vais avoir 0 qui va être égal à toute cette équation là, et en simplifiant un tout petit peu, j'arrive à ce résultat là où je peux essayer de sortir alpha. Donc si je mets tout sur la même ligne et que j'extrais alpha, donc j'ai alpha facteur entre crochets de 4 fois Rmin moins VCC Rmax moins Rmin moins 4 fois égale moins 4 fois Rmin moins VCC Rmax moins Rmin. En changeant de signe, on obtient alpha qui va être égal à ceci, 4 fois la résistance min plus VCC Rmax moins Rmin, tout sur moins 4 fois Rmin plus VCC Rmax moins Rmin. Et à la fin R3, je récupère, je redonne la formule que j'avais précédemment. Et donc en calculant alpha, ça me donne R2. Et R1 étant fixé, R3 étant donné par cette formule-là, je peux vérifier sur le montage que cela fonctionne bien. Donc voici le montage. Donc on retrouve ici R1 et R2. Donc R1 10 kΩ, R2 500 kΩ, ça fait des grosses variations de résistance, c'est pas forcément très heureux comme montage. R3 va être égal à 21 ohms, et ici on a notre capteur. Donc on va démarrer la simulation, on va descendre à 400 lux ici. Alors ce sera un peu l'inverse du montage précédent, parce que ici à 400 lux on voudra avoir 4 volts. Là je démarre et on a 4,3 volts. À 400 lux, donc c'est les approximations faites sur le calcul des résistances. Et on est bien donc au maximum ici à FF sur le convertisseur analogique numérique. Et donc maintenant je peux monter ici à 500 lux. Donc voilà ce que ça donne, 1,8 volts, donc je devrais être à peu près à 2 volts si c'était complètement linéaire, mais c'est quand même pas mal. Et donc 550, 600 lux, on va arriver à quelques millivolts. Voilà, environ 200 millivolts. Donc c'est pas tout à fait parfait, mais ça fonctionne quand même relativement bien. On utilise toute la plage du convertisseur analogique numérique. Donc il faudra juste se rappeler que la tension maximum de 4 volts où la valeur FF est obtenue pour la valeur minimum d'éclairement, et vice versa, la tension minimum est obtenue pour la valeur maximum de l'éclairement. Ça c'est simplement dû au fait que la résistance du capteur diminue avec l'éclairement.